Salut à tous, bienvenue chez VCA Group, la team qui vous fait voyager et réussir à l'étranger. Études, immigration, expérience de voyage, on couvre tout. Plus de 74% d'entre vous oublient de liker et de follow. C'est le moment de corriger ça pour ne rien manquer. Et maintenant, c'est l'heure de notre webinaire. Alors attachez vos ceintures, ça va décoller. Je me représente, moi c'est Monsieur Jean-Michel 6 de VCA. Donc, je vais parler un peu de l'entreprise d'entrer concrètement dans le vif du sujet. VCA Group, c'est une entreprise qui est basée aux États-Unis d'Amérique, donc dans l'État de Minnesota. On a notre bureau de représentation ici à Dakar. Donc, moi je suis à Dakar. Et voilà. Donc, nous accompagnons les étudiants dans leur procédure d'études à l'étranger. Nous leur assistons depuis la phase de demande d'université jusqu'à la phase de visa. Donc, en résumé. Et donc, aujourd'hui, on est là pour peut-être faire une petite présentation parce qu'il y a eu des changements sur une loi. Donc, qui va modifier la procédure concernant le Canada. Et donc, vu que le Canada fait partie des pays de notre, entrant dans notre domaine d'expertise, eh bien, nous avons jugé nécessaire de faire un exposé là-dessus pour les étudiants, pour les personnes qui se connectent avec les CAD. Voilà. Donc, 2 minutes après, on démarre, 2 minutes, le temps que d'autres participants se connectent et on démarre. Voilà donc, bienvenue à tout le monde et bonsoir à ceux qui viennent de se connecter. Mon nom est Jean-Michel 6 de VCA Group. Je suis chargé aujourd'hui de vous faire la présentation
sur les nouvelles dispositions de la loi canadienne sur l'immigration. Voilà, donc sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Je vous ai partagé l'écran et donc je vais faire une présentation générale et si vous avez des questions, vu que vous n'avez pas la possibilité d'activer le micro, vous pouvez écrire et poser les questions que vous voulez poser. Voilà, donc je suis en présence de mon collègue Monsieur Diawara qui va aussi intervenir de temps en temps dans la réunion et voilà, s'il y a quelque chose à ajouter ou à éclaircir aussi. Voilà, donc comme vous, comme vous le voyez, le thème de la réunion d'aujourd'hui, c'est introduction à la réforme. Donc, introduction à la réforme sur les dispositions d'immigration. Voilà, donc ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que au mois de janvier, le 22 janvier, il y a une nouvelle loi donc, qui a été proposée par le gouvernement canadien. Donc, cette loi qui va modifier un peu, il va modifier un peu le statut des étudiants internationaux. Donc, voilà. Euh, Vous avez vu pourquoi cette loi? Cette loi, elle est conçue pour protéger à la fois les étudiants étrangers et l'intégrité du système d'enseignement d'immigration au Canada, en garantissant la qualité de l'éducation offerte par les établissements d'enseignement. Euh, voilà, c'est écrit post-secondaire. Voilà. Donc, c'est une loi qui a été réfléchi par le gouvernement canadien et qui a été proposé par le ministre de l'Immigration, M. Myler ou bien Miller. Voilà. Donc, c'est une loi qui vise à protéger, comme on l'a dit, les étudiants étrangers qui vont se retrouver demain au Canada ou bien qui sont en train de faire les procédures d'immigration au Canada. OK? Et voilà. Donc, les objectifs de la loi, on va parler un peu des objectifs de la loi. Donc, il y a le fait que le Canada veut s'assurer de la qualité de son éducation. Vous savez qu'au Canada, il y a une réputation quand même très positive de la qualité de leur éducation, qui est une éducation basée sur des critères donc, de réussite. Et donc, ils veulent protéger les étudiants qui vont aller là-bas, à ne pas être exploités. Ou bien, parfois, vous savez, il y a des acceptations qui sont offertes aux étudiants et qu'une fois là-bas, ils se rendent compte que euh, l'université est pleine ou autre. Donc, c'est pour protéger les étudiants face à ces genres de, de situations. Donc, ils ont, et entre autres, la loi a été ces séries de mesures ont été prises en compte. Donc, assurer la qualité de l'éducation. Deuxièmement, il y a protéger les étudiants étrangers. Donc, ils veulent protéger les étudiants étrangers, renforcer l'intégrité du système d'immigration. OK? Donc, c'est pour un peu contrôler, ils veulent un peu contrôler le système d'immigration, c'est-à-dire savoir le flux d'étudiants, gérer le flux d'étudiants, le flux d'entrée et de sortie des étudiants au niveau de leur territoire. OK? Donc, plus tard, vous allez comprendre pourquoi ces mesures sont données quand vous connaîtrez un peu quelles sont les mesures. OK? Voilà, on avance un peu. Je vous ai dit, hein, vous pouvez poser des questions, par message et après, on va y répondre. Voilà. Donc, les conditions pour les étudiants internationaux du premier cycle, là, on entre vraiment dans les dispositions. Qu'est-ce qui a été retenu, voilà, pour les étudiants et c'est les prédispositions, entre autres, de la loi, en tout cas pour ceux qui nous concernent en tant qu'étudiants qui voulons aller continuer nos études à l'étranger. Donc, il y a la démonstration de la capacité financière pour subvenir à leurs besoins pendant leurs études.
bon, je vais lire d'abord. Il y a la preuve d'inscription à un programme d'études. Et il y a aussi, troisièmement, la présentation des documents requis par les autorités d'immigration. Donc, vous savez, pour aller au Canada, il y avait, pour ceux qui vont au Québec, ce qu'on appelle le CAQ, certificat d'acceptation pour le Québec. Et voilà. Actuellement, maintenant, ils vont généraliser cela. Ils vont généraliser cela, cela veut dire que dans toutes les autres provinces du Canada, il y aura un certificat d'attestation pour l'acceptation de l'étudiant. C'est-à-dire, après que l'université vous accepte, vous allez déposer au niveau du province. Par exemple, vous allez à Ottawa, l'État d'Ottawa doit vous donner une acceptation avant que vous puissiez à la phase de demande de permis d'études ou bien de biométrie, du rendez-vous de la biométrie. Donc, c'est pour maintenant, pour demander cette attestation, pour faire une demande de cette attestation, il va falloir que vous soyez en règle. Donc, vous démontrez votre capacité financière pour subvenir à vos besoins pendant les études. Donc, c'est le fameux relevé de compte bancaire que l'on demande aux étudiants. Donc, il y a aussi la preuve d'inscription à un programme d'université, à un programme d'études, à un programme d'études. Donc, ce qui veut dire, nous, à notre niveau, on le fait déjà. Donc, on vous trouve des inscriptions universitaires. Et donc, la preuve d'inscription à un programme d'études, c'est quoi? C'est juste le fait d'avoir une acceptation universitaire au Canada et démontrer. Donc, on va subvenir chez VCA Group, on va faire une demande d'admission pour vous au niveau de l'Université du Canada, de votre choix. Et après, maintenant, cette lettre d'acceptation servira de preuve d'inscription à un programme d'études. Après, maintenant, il y a quoi? La présentation des documents requis par les autorités d'immigration. La présentation des documents requis par les autorités d'immigration. Donc, voilà, donc c'est un résumé de tous ces documents que nous avons énumérés sur. OK? Donc, il y aura non seulement la démonstration de la capacité financière, il y aura aussi les preuves euh, de, de- que vous êtes inscrit dans un programme d'études à l'étranger. Il y aura aussi voilà, des lettres de garantie et des lettres voilà, d'attestation, peut-être. Et après, maintenant, la province va vous donner ce qu'on appelle la lettre d'attestation. OK? Voilà, donc tout cela, les papiers maintenant, les documents requis par les autorités d'immigration seront publiés de façon authentique par la loi qui va officialiser ces mesures. Donc, notez juste que pour le moment, on ne sait pas exactement quelle est la procédure que l'on va mettre en place pour obtenir cette fameuse attestation. Mais quand même, il y a pour le CIP, ce sont ces papiers-là qui sont demandés et donc peut-être ça ne va pas sortir de là. OK. Oui, oui, la permission. Ouais. D'accord. D'accord. OK. Je vais donner la parole à Monsieur Diawara. Donc, il souhaite intervenir. Voilà. Oui, merci beaucoup, Monsieur Six, pour la parole. Vous m'entendez très bien? Oui, je vous entends. On ne va pas très bien. Ok.
Ok, donc rebonjour à tous. Donc moi je m'appelle Amidou Diawara, je suis agent aussi relation avec CA Group. Donc je suis également ravi d'être présent ici afin donc de pouvoir échanger avec vous dans le cadre de ce webinaire-là, donc qui a pour thème donc en tout cas ce qui concerne les nouvelles lois d'immigration, comme Monsieur Sis l'a déjà évoqué. Il est déjà passé par plusieurs aspects donc de ce thème-là, notamment les objectifs et voilà, les raisons de la loi. Il a évoqué récemment que cette loi-là a été donc, n'est-ce pas, instaurée dans le but de pouvoir prévenir certaines choses. Déjà, dans un premier temps, c'est pour faciliter donc voilà, faciliter le service d'immigration. Donc, c'est-à-dire donner la possibilité au service d'immigration de pouvoir gérer donc le nombre de demandes effectuées au niveau donc des institutions canadiennes par rapport au permis d'études, mais également à prévenir certains inconvénients, notamment liés au logement. Voilà, donc ça permettra aussi au gouvernement canadien de pouvoir donc gérer le flux d'étudiants qui arrivent sur place, donc pour pouvoir donc prévenir voilà les logements et tout ça pour qu'il n'y ait pas donc d'étudiants qui se retrouvent au Canada et qui n'a pas la possibilité d'avoir, n'est-ce pas, un logement, un endroit dans lequel il pourra vivre afin de pouvoir poursuivre ses études correctement. Donc, dans le cadre de cette loi-là, comme vous l'avez observé, ça ne concerne que les étudiants du premier cycle. Donc, ce qui veut dire que ceux qui sont au niveau du cycle suivant, c'est-à-dire des études de master généralement, voilà, ou bien des études doctorales, donc vous n'êtes pas concerné, n'est-ce pas, par cette loi-là. Et aussi les étudiants qui vont dans les zones comme le Québec, donc vous n'êtes pas aussi concernés, voilà, parce que ça ne concerne que ceux qui vont hors Québec. Pourquoi? Parce que bon, au début, lorsque la loi a été proposée, donc comme vous savez, lorsqu'on propose une loi, il y a, n'est-ce pas, des discussions qui sont faites autour de cette loi-là pour savoir est-ce que il y a des, voilà, lorsqu'on veut prendre une loi, il y a forcément des gens qui sont pour et il y a des gens qui sont peut-être contre. Donc, ce qui fait qu'avant de rendre une loi effective, il y a des discussions donc autour de cette loi-là pour pouvoir savoir donc quelles sont, comment on peut mesurer donc l'ampleur que cette loi-là pourra avoir donc sur ce pourquoi ce sera appliqué, donc en l'occurrence ici le service d'immigration. Donc, entre-temps, il y a eu des discussions au niveau donc, des institutions du gouvernement canadien pour savoir est-ce que ceux qui vont au Québec seront également concernés par cette loi. Voilà. Pourquoi? Parce que déjà le Québec, pour ceux qui ont déjà essayé les procédures une fois, ou bien pour ceux qui connaissent comment les procédures se passent, si vous allez au Québec, vous devez avoir dans un premier temps ce qu'on appelle le CAQ, hein, qu'on appelle généralement le certificat d'acceptation au Québec. Donc déjà le Québec, c'est une province, donc ce qui veut dire que ici, même avant d'énoncer ce qu'on appelle donc attestation provinciale, euh, par ricochet, on peut se dire que déjà le CAQ, c'est déjà une sorte de lettre provinciale parce que déjà, c'est lorsque vous allez dans la province du Québec qu'on vous demande d'avoir un CAQ. Donc, encore ajouter à cette province-là une autre lettre, donc ça devient un peu plus difficile. Alors que les autres endroits, généralement, avant l'adoption de cette loi-là, lorsque vous voulez aller dans une zone, je prends l'exemple dans provinces telles que le Nouveau-Brunswick, par exemple, vous n'avez pas besoin de faire une demande de CAQ, vous commencez directement par le permis d'études, etc., etc. Voilà. Maintenant, eux, il y aura une nouvelle chose qui va s'intégrer, c'est l'attestation de province. Maintenant, au Québec, ça veut dire que si on ajoutait ça, il fallait avoir cette lettre provinciale, encore avoir le CAQ, ensuite faire la demande de permis d'études, etc. Donc, c'est un peu long. Donc, après discussion, ils ont conclu que le Québec n'est pas concerné. Donc, ça veut dire que tous ceux qui ont eu comme projet d'études d'aller au Québec, etc., et qui étaient au courant de cette loi-là et qui étaient hésitants, voilà, c'est l'occasion pour nous de vous rassurer à ce niveau-là. Donc, le Québec n'est pas concerné par cela. Donc, ce sont les autres endroits du Canada qui seront concernés par ça. Et aussi, comprendre aussi que cette loi-là ne sera pas un frein aussi pour les démarches. Donc, évidemment, toute organisation pour
pour rendre, comment on appelle, le service plus attrayant, il faut obligatoirement passer par des réformes. Donc, les réformes sont importantes. Ce qui fait que lorsqu'on instaure donc euh, une nouvelle type de demande, ça fait que voilà, ça pourrait être un avantage déjà parce que dans les objectifs de la loi, ils disent que c'est pour faciliter donc voilà, comment on appelle les demandes de permis d'études qui seront effectuées, etc. Donc, il ne faudrait pas voir ça comme un frein qui va être mis donc, pour vous empêcher d'aller au Canada. C'est simplement des réformes qui ont été instaurées donc, par le gouvernement canadien. Maintenant, généralement, les étudiants ont pour habitude, en tout cas 80% des étudiants ont pour habitude, n'est-ce pas, de privilégier le Québec, en tout cas par rapport aux demandes que nous recevons. Il y a beaucoup donc, qui préfèrent le Québec, donc, une préférence pour le Québec à cause de plusieurs aspects. Déjà, parce que vous êtes dans un environnement francophone, donc la plupart d'entre vous, vous êtes issus de pays francophones, donc ça veut dire que généralement, lorsque vous arrivez au Québec, voilà, vous n'avez pas de soucis par rapport à l'intégration, en tout cas au niveau de la langue, parce que voilà, vous parlez déjà français au Québec. Voilà, même si voilà, le français québécois, ce n'est pas le même français que vous parlez, mais vous comprenez en tout cas à 95%. Bon, excusez-nous, hein, il y a des écritures qui sont en train d'être mises sur le document, mais je pense que c'est euh, certainement un participant qui a la main sur un élément qu'on ne maîtrise pas. Donc, voilà. Après, on va peut-être revoir ça. Donc, monsieur, je pense que c'est un autre participant qui a la main, mais bon, on va revoir ça tout à l'heure. Voilà, donc c'est un peu ça. Je prenais juste la parole pour préciser que ce n'est pas donc une réforme qui concerne tout le monde, parce que déjà, si vous êtes au niveau du second cycle, vous n'êtes pas concerné. Si vous allez aussi en zone québécoise également, vous n'êtes pas concerné. Et Monsieur Sis a évoqué déjà donc les critères donc qui seront comment on appelle quoi qui devront être respectés donc pour pouvoir faire les démarches en rapport avec cette lettre-là. Donc déjà aujourd'hui nous n'avons pas donc encore les procédures, c'est-à-dire comment ça va se dérouler. Donc, comment on obtient le CAQ, c'est une maîtrise déjà. Comment on obtient le permis d'études, c'est une maîtrise. Mais par rapport à la lettre, en tout cas aujourd'hui, personne n'a encore cette maîtrise-là parce que les démarches n'ont pas encore été publiées par le service, par les provinces en question. Donc, je pense qu'ils ont jusqu'à fin avril pour pouvoir donc publier ça pour que tout le monde puisse en prendre compte dans l'optique de faire des démarches dans le futur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des documents à fournir, comme le CAQ par exemple, il va falloir démontrer que vous avez la capacité financière de pouvoir étudier au Canada. Également, la preuve d'une inscription dans un établissement, il va aussi falloir prouver ça. Et une fois que vous aurez réuni tous ces documents-là, vous allez devoir les transmettre au niveau du service d'immigration pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, traiter votre demande dans l'optique de vous accorder donc une acceptation par rapport à cette demande-là. Voilà, avant de pouvoir redonner la parole à Monsieur Sis pour, euh, pour continuer la présentation, nous allons essayer de revenir peut-être sur quelques questions. Donc, je vais essayer d'ouvrir la barre de discussion afin donc de pouvoir répondre à certaines questions qui ont été déjà posées, n'est-ce pas, dans le chat. Donc, je vais revenir tout en haut. Excusez, voilà, pour l'instant, je ne vois que les slides. OK. Donc, moi, je suis un professionnel, enseignant, consultant, et je suis intéressé par envoyer l'étude pour des opportunités. Voilà, déjà, avant de commencer, on aimerait présenter déjà nos excuses parce qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Il y aura certainement des questions qu'on oubliera. Ce qui fait que si on n'a pas pu répondre à vos questions, vous pourrez simplement nous rejoindre sur WhatsApp, c'est-à-dire via le numéro à travers lequel les liens vous ont été envoyés. Je pense que, en tout cas, beaucoup d'entre vous, vous avez reçu un lien donc, pour la réunion, un rappel pour la réunion ce matin. Et il y a un numéro WhatsApp qui vous l'a envoyé. Donc, si vous avez toujours ce numéro-là, vous pourrez joindre ce contact-là afin donc, de soumettre votre cas de manière particulière. Donc, ici, on va plus répondre aux questions de manière générale parce qu'on ne pourra pas
s'appuyer sur les cas personnels. Donc, ça veut dire que si vous avez envie d'avoir donc des réponses par rapport à un cas qui vous est propre, le mieux, ce serait de venir en aparté pour qu'on puisse prendre le temps nécessaire donc, de pouvoir vous donner donc, toutes les réponses. Donc, pour ceux qui sont intéressés par les opportunités, joindre simplement les contacts WhatsApp. Et nous allons également, excusez-moi, nous allons également remettre les numéros pour que vous puissiez donc nous recontacter. Un instant. Ok. Ok, je vous remercie, M. Yara, merci pour cet éclaircissement. J'espère que j'ai refait un partage de l'écran. J'espère que vous arrivez à suivre. Oui, mais actuellement, il manque juste le plein écran, donc ce n'est pas en plein écran. D'accord. Je vais 100 minutes. Voilà. C'est parfait. C'est bon. Ok, c'est bon. Voilà, merci pour cet éclaircissement. Donc, comme il a dit, hein, c'est une loi qui ne vise pas à empêcher aux étudiants de venir au Québec. Ce n'est pas une loi qui vise, voilà, plutôt à empêcher aux étudiants de venir au Québec. C'est plutôt pour protéger les étudiants qui veulent venir au Québec, de faire en sorte que à toute personne que l'on accorde le visa, quand vous viendrez au Québec, vous aurez un logement, vous aurez un programme d'études bien que vous pourrez intégrer et que vos études ne seront pas perturbées par quoi que ce soit. Voilà, c'est juste une mesure préventive pour les étudiants parce que ils ont anticipé à quoi? Au déficit de logement pour ne pas que demain les étudiants se retrouvent avec avec des problèmes pour les logements. Et aussi, notez que ces mesures, c'est jusqu'en 2025. Donc, c'est pour 2024, 2025. Et donc, ce n'est pas une mesure qui est permanente. Et donc, après cela, peut-être ils vont réévaluer encore et voir. Donc, ce qui veut dire que cela n'empêche pas à quelqu'un de faire la procédure. Vous pouvez faire la procédure en attendant. Euh, et essayer de saisir cette opportunité parce que c'est une grande opportunité qui vous permet d'intégrer un pays qui se soucie un peu de voilà, de votre bien-être. Voilà. Et donc, on va poursuivre la présentation. Si monsieur Gavara n'a pas de particularité, s'il n'y a rien à ajouter. Donc, pour le moment, je vais vous laisser poursuivre. Et voilà, il y a des participants qui lèvent la main, donc simplement peut-être rappeler qu'ils n'ont pas la possibilité d'activer les micros. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez simplement les écrire. Donc là, il y a de nouvelles questions. Donc, une fois que vous aurez présenté encore deux diapos, on pourra revenir encore sur les questions parce que je pense qu'il y en a pas mal. D'accord, d'accord. Donc là, on va aussi peut-être parler un peu du processus de demande d'autorisation euh, provinciale. Donc, c'est l'élément principal, hein. C'est l'élément principal de notre présentation de ce soir. Donc, c'est cette fameuse lettre d'acceptation qui est imposée par les provinces. Donc, l'étudiant doit remplir un formulaire de demande que je crois qu'il n'y aura pas vraiment à développer. Un formulaire de demande qui sera rempli. Ce formulaire-là sera envoyé par la province qui va vous accueillir. Il y a des documents à fournir et il y a des paiements à faire. Maintenant, les documents à fournir, on ne sait pas encore. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a normalement au mois de mars, fin mars, ils vont dire exactement comment ça va se passer, cette loi. Comment on va faire, quels sont les documents à fournir pour procéder à la demande pour le certificat provincial. Et aussi, il y aura des frais de traitement parce que comme il l'a souligné, M. Diawara, et comme je l'ai dit tantôt, il y a déjà le CAQ qui est un peu comme un certificat d'acceptation, un certificat de province. Donc, et pour le CAQ, il y a des frais. Il y a des frais d'acceptation pour le CAQ. Et
Donc, logiquement, pour cette nouvelle lettre d'acceptation ou lettre d'attestation provinciale, il y aura des frais de traitement. On ne sait pas encore, mais éventuellement, on va rester informé. Et si toutefois l'information vient, on vous dira. Voilà. Donc, peut-être essayer de répondre aux questions qui ont été posées avant d'attaquer les avantages de l'autorisation provinciale. E- Exact. Nous allons essayer de revenir sur quelques questions. Voilà, on va essayer de reprendre au maximum de questions. Ensuite, on va revenir donc sur le reste de la présentation. OK, donc ici, instant. OK, je suis infirmier souhaitant refaire la science infirmière au Canada. Est-ce possible? C'est une très bonne question. Je pense que ça peut être l'objet euh, d'un éclaircissement général, parce que voilà, généralement, les formations, je ne dis pas que c'est impossible, hein. Les formations en rapport avec la santé, généralement, c'est difficile d'accès au Canada. Donc, les formations comme la santé, ce sont des formations qui sont les plus effectuées par les étudiants qui sont de nationalité canadienne. Donc, lorsque vous êtes d'une autre nationalité, obtenir depuis votre pays une acceptation dans les universités canadiennes en rapport avec la médecine ou bien les soins infirmiers, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est quand même un peu difficile de pouvoir l'obtenir, en tout cas avec l'expérience que nous avons dans le domaine. Donc, généralement, si vous avez la possibilité d'aller au Canada par le biais d'une autre formation, et une fois au Canada, c'est plus simple de vous inscrire dans une formation en soins infirmiers que de le faire depuis votre pays. Voilà, donc c'est simplement par mesure de précaution pour vous éviter d'avoir, n'est-ce pas, des refus au niveau des universités et encore des refus au niveau du service d'immigration par rapport à la formation d'études que vous avez choisie. Donc, ça va de soi. Bon, ça va de pair avec certaines formations comme la philosophie ou bien, comment on appelle, généralement des formations comme, je sais pas, la culture, des trucs comme ça. Généralement, on vous dit de faire ces formations-là Patrimoine. dans vos propres pays. Voilà, Ouais. exactement. Tout ce qui est en rapport. Voilà, tout ce que vous pouvez faire vraiment, c'est-à-dire que lorsque vous étudiez cette chose-là dans votre pays, vous êtes plus apte à exercer dans votre pays. Donc, ces formations-là, il faut les éviter lorsque vous faites des demandes, comme le droit, par exemple. Donc, lorsque vous allez faire le droit au Canada, on sait que le droit canadien est différent du droit que vous appliquez dans votre pays. Alors que lorsque vous faites une demande de visa, il faut garantir au service d'immigration que vous comptez revenir après vos études. Alors que si vous allez pour étudier le droit, on se dit que voilà, vous allez apprendre le droit et après c'est pour faire quoi? Est-ce que c'est pour travailler au Canada? Parce que c'est là-bas que vous pourrez appliquer ce droit-là. À moins que ce ne soit donc des formations de droit qui vont un peu plus dans le cadre international, comme l'administration des affaires, ce qu'on appelle couramment généralement chez nous, le droit des affaires, des trucs comme ça, ou bien les relations internationales. Ça, quand même, ce sont des formations qui sont disponibles. Bonsoir, j'ai un garant, mais on n'a pas de lien parental. Le mieux, ce serait de trouver un garant avec qui vous avez des liens de parenté. Donc, c'est ce qui va vous permettre de maximiser vos chances dans la demande de visa. Est-ce normal de lancer deux procédures au même moment? Bon, j'avoue que je n'ai pas très bien compris la question. Excusez-moi, je vais redescendre. Je suis étudiante mécanicien souhaitant continuer l'étude en mécanique au Canada. Est-ce possible? Oui, c'est possible. Donc, si vous avez, j'ignore le niveau d'études que vous avez actuellement. De toute façon, si vous êtes toujours là, Auguste Alexio, le mieux, ce serait de nous recontacter sur nos numéros WhatsApp. Voilà le numéro à travers lequel vous avez reçu le lien de la présentation. On pourra vraiment se pencher sur votre cas afin de vous présenter les options disponibles pour votre formation. Ça fait 3 ans que je n'ai pas étudié. Est-ce que j'ai la possibilité de faire la procédure? Oui, il y a toujours des solutions. Donc,
il y a des universités peut-être que vous ne pourrez pas intégrer, mais pas toutes les universités. Il y a aussi des universités que vous pourrez intégrer. Donc, il y a tellement de choix que voilà, que si vous n'êtes pas éligible dans une université, on trouvera donc une école dans laquelle vous pourrez voilà, trouver une formation malgré les 3 années où vous êtes resté sans étudier. Et pour ceux qui ont eu le CAQ bien avant la loi, on va déposer le permis d'études ou bien attendre. Je pense que c'est comme on l'a évoqué tout à l'heure, nous avons évoqué que tous ceux qui sont au Québec ne sont pas concernés. Donc, si vous avez eu le CAQ, vous pourrez simplement poursuivre avec le permis d'études parce que vous n'êtes pas concerné par la nouvelle loi. Ok, je suis étudiante en 3e année sciences économiques et j'ai envie d'aller continuer mes études au Canada. Que puis-je faire? Voilà, Rokhaya également Badiane qui dit idem. C'est très bien. Donc, ce qu'il faut faire simplement, c'est essayer de nous recontacter sur nos numéros. Déjà, pour ceux qui m'entendent actuellement et qui ont la possibilité peut-être de noter le numéro que je vais donner tout de suite, s'ils peuvent le noter. Mais de toute façon, nous allons également mettre dans la barre de discussion. Voilà, je vais le mettre déjà une bonne fois, un instant, pour vous faciliter. Monsieur Six également va après aussi vous laisser les autres numéros à contacter. Voilà, je viens de mettre le numéro dans la barre de discussion. Donc, vous pourrez joindre ce numéro-là. Donc, on pourra répondre à vos préoccupations de manière euh, singulière. Voilà, donc il n'y a pas de souci à ce niveau. Bonjour à tous. J'aimerais savoir si vous offrez des bourses pour le Canada. Si oui, quelle est la démarche pour en obtenir une? Voilà, les bourses sont offertes par les universités canadiennes. Et les conditions pour avoir ces bourses-là, c'est déjà être dans le pays en question et être inscrit dans une université. Donc, les bourses ne sont pas des bourses que vous obtenez dès le début de la procédure ou quoi que ce soit. Ce sont des bourses que vous allez obtenir en fonction de vos performances académiques. Il faudrait aussi comprendre que les bourses, c'est pour récompenser ceux qui sont méritants. Donc, vous ne pouvez démontrer que vous êtes méritant que si vous êtes inscrit ou inscrit dans un programme et que vous avez donc de bonnes moyennes, etc., vous êtes un élève très assidu, etc. Donc, on vous récompense en fonction de ça. Mais avant, c'est impossible. Ce n'est pas possible d'avoir cela. Ouais, je vais répondre à 2 questions. Après, je vais vous laisser continuer, Monsieur Six. Actuellement, est-ce possible de déposer un visa pour le Canada tout en payant l'admission et un CAQ en cours de traitement? Donc, si vous avez un CAQ en cours de traitement, il faudra attendre donc la réponse du CAQ et ensuite entamer avec la demande du permis d'études. Donc, les deux ne se font pas à la fois. Pour faire le permis d'études, il faudrait déjà avoir le CAQ. Moi, j'ai déjà soutenu ma thèse de mémoire. Comment faire pour continuer les études au Canada? Oui, c'est possible aussi. Donc, recontactez-nous seulement pour qu'on puisse revenir sur votre cas pour savoir la formation, etc. et vous présenter des options. Mais si vous avez déjà obtenu un master, nous, on peut vous aider pour refaire un nouveau master parce que nous ne couvrons pas pour le moment les études doctorales. Donc, si vous avez un master, on ne pourra vous aider que pour obtenir un nouveau master. Donc, on ne peut pas vous aider pour le doctorat. Mais voilà, si vous êtes intéressé par un nouveau master, on pourra vous aider dans ce sens-là. Voilà, je suis étudiant en 1re année en multimédia, Internet et communication et je souhaite continuer mes études au Canada. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Non. Simplement, si vous êtes toujours là aussi, j'ai laissé le numéro. De toute façon, on va les rappeler pour qu'on puisse revenir sur votre cas. Comme je l'ai dit, ce sera impossible de revenir, de répondre à chacun de manière personnelle, étant donné que les participants sont nombreux. Voilà, Monsieur Six, vous pouvez poursuivre la présentation. Voilà, je vous remercie. Il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir si on fait la garantie de l'admission universitaire. Donc, au niveau de VCAGO, juste noter, l'admission universitaire, on peut vous la garantir, comme on l'a dit, à 95%. Peut-être les 5% qui vont rester vont représenter votre profil et vraiment les performances académiques que vous avez eu à faire, vos bulletins et tout cela. Mais si vraiment vous avez un bon profil ou bien un profil moyen même, ça peut voilà, monter à 100% parce que ça dépend, ça va dépendre de vous et de ce que vous avez eu à démontrer. Et donc, c'est pour cela, quand vous venez, nous allons faire
une évaluation de votre profil, donc, et vous faire la meilleure proposition possible. Et sur la base même de cette proposition que l'on va faire, cela vous offre plus de garantie parce qu'on va vous proposer ce qu'il y a de mieux pour vous et ce qui est le mieux adapté à votre profil. Et il y a quelqu'un qui a donc, qui est en licence 3 qui veut continuer au master, mais qui, son licence 3 est en cours. Donc, celui qui est en licence 1, 2, 3, pour aller au Canada, il va falloir peut-être avoir, pour celui qui est en licence 3, avoir le diplôme de licence 3, ou bien, si vous n'avez pas le diplôme, vous serez obligé de prendre à partir de la première année universitaire, si vous voulez une admission universitaire. Parce que la seule solution, ou bien la seule possibilité de faire transfert de crédit, c'est-à-dire quitter à partir de la L3 et aller en M1, c'est d'avoir un diplôme de master. Parce que les systèmes ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, je vais poursuivre la présentation et parler un peu des avantages de l'autorisation provinciale. Voilà. Donc, l'autorisation provinciale, comme vous le voyez, offre de nombreux avantages aux étudiants internationaux. Cela inclut la possibilité de travailler pendant leurs études, d'accéder à des programmes de résidence permanente après l'obtention du diplôme, bénéficier d'opportunités de stage et d'emploi dans leur domaine d'études, de travailler pendant leurs études, parce que les étudiants, la plupart du temps, demandent est-ce qu'il y a la possibilité de travailler, d'étudier et de travailler. Et donc, si vous avez l'autorisation provinciale, cela veut dire que la province vous accepte. Et donc, avec peut-être les nouvelles modifications, vous avez la possibilité de travailler dans l'État qui vous acceptera. Donc, généralement, cela se fait pour maximum 20 heures par semaine. 20 heures de temps par semaine, vous pourrez travailler et consacrer le maximum de votre temps à vos études. OK? Accéder à des programmes de résidence permanente après l'obtention du diplôme. La résidence permanente au Canada, c'est un peu comme la citoyenneté canadienne. C'est-à-dire, vous avez fait certain nombre d'années au Canada, ce qui vous a amené là-bas, vous l'avez. C'est les études, vous avez votre diplôme, vous pouvez décider de rester. OK? Une fois là-bas, vous pouvez décider de rester. Malgré que, avant de quitter ici, l'idéal sera que vous rentrez dans votre pays. Mais une fois là-bas, si vous avez fini votre programme, vous pourrez décider de rester. Et donc, cela vous facilite aussi euh, voilà, l'accession à des programmes de résidence permanente. Donc, si vous avez la résidence permanente au Canada, vous pouvez tout faire sauf voter. Mais vous pouvez tout faire, vous êtes considéré comme un citoyen canadien. Vous pouvez bénéficier aussi d'opportunités de stage et d'emploi dans votre domaine d'études. Donc, cela rejoint un peu la possibilité de travailler pendant les études. Donc, en conclusion maintenant, je crois qu'on a ratissé tous les domaines de cette nouvelle réforme. Donc, en conclusion, la réforme sur les dispositions d'immigration au Canada offre de nouvelles opportunités passionnantes pour les étudiants internationaux du premier cycle. Donc, on vous l'a dit, cela concerne les étudiants du premier cycle et non les étudiants qui vont s'inscrire au niveau master. Pour les étudiants qui s'inscrivent au niveau master, la procédure-là ne vous concerne pas. Bien, les nouvelles dispositions-là ne vous concernent pas. Vous pouvez vous inscrire et la limite ne vous concerne pas. OK? Et même mieux pour ceux qui s'inscrivent au niveau master, une fois là-bas, vous pourrez faire une invitation, comme on dit, à votre conjoint si vous êtes marié ou bien à votre conjointe. Donc, voilà, donc ça, ça fait partie des nouvelles dispositions. Donc, il est essentiel pour les étudiants de comprendre les conditions et le processus de demande, ainsi que les défis et les avantages associés à l'autorisation provinciale. Donc, ce qu'on a eu à expliquer, on a expliqué les avantages et défis que l'État, que le gouvernement canadien veut relever, les défis qu'ils auront poussé
à adopter ces nécessaires de remaniement et les avantages liés à l'autorisation provinciale. Donc, je crois que c'était tout pour la présentation de manière générale. Et s'il y a des questions en particulier aussi, vous pouvez toujours les poser. Je vais laisser la parole à Monsieur Jawara qui va peut-être ajouter un peu. Simplement essayer euh, de refaire le tour de ce que vous avez déjà bien évoqué. Voilà, donc quand nous sommes réunis ici dans le but d'évoquer un sujet que nous avons jugé très important parce que c'est très bien d'avoir une acceptation universitaire, mais voilà, ce qu'il y a derrière, c'est le plus important, c'est-à-dire les démarches administratives, etc., pour pouvoir intégrer, donc, bon, vous rendre dans le pays en question et commencer vos études. Voilà, parce que si les demandes sont faites et que vous ne respectez pas les critères et tout, donc ça peut aboutir à des refus. Ça, c'est vraiment le moins grave de ce qui peut vous arriver lorsque vous faites des demandes pour le visa. Donc, simplement un refus. Et on vous demande de réessayer si vous le souhaitez. Mais lorsque vous êtes au courant de ce qui est demandé par la loi et que vous faites autrement également, en plus d'avoir un refus, vous pourrez également être exclu. Donc, voilà, vous pouvez être fiché. C'est-à-dire, on va vous interdire d'entrer au Canada pour un nombre d'années bien déterminé. Donc, le minimum, c'est 5 ans. Donc, ça veut dire que si dans la documentation que vous avez fournie ou bien vous avez employé des démarches frauduleuses, une fois que le service d'immigration s'en rend compte, en plus de vous donner un refus, on vous interdit d'entrer au Canada pour 5 ans. Donc, vous vous imaginez être exclu, être donc considéré comme une personne, je ne veux pas dire indésirable, mais en tout cas une personne à qui on a interdit d'entrer au Canada. Ça veut dire qu'après 5 ans, si vous avez déjà un projet de vie très stable, même si ce n'est pas pour les études, que vous souhaitez aller au Canada parce que vous avez des opportunités de travail. Donc, vous n'allez pas pouvoir réaliser cela simplement à cause d'une erreur que vous avez, une erreur ou une négligence que vous avez donc commis lors du dépôt donc, de la documentation requise. En raison pour laquelle nous avons jugé utile de pouvoir édifier en tout cas le maximum de personnes afin que chacun puisse en prendre connaissance donc, dans le but de pouvoir intégrer donc les prochaines rentrées, en tout cas dans, comme on appelle la sérénité et tout ce qui va avec. Voilà, on l'a également évoqué tout à l'heure et M. Sis est revenu là-dessus. Donc, c'est une loi qui ne concerne pas tout le monde n'est pas concerné. Déjà, si vous êtes au niveau du second cycle, même si vous allez hors Québec, vous n'êtes pas concerné par cela parce que ça ne concerne que les étudiants du premier cycle et ceux qui sont au niveau du premier cycle ne sont pas concernés lorsqu'ils vont au Québec. Donc, en gros, ceux qui sont touchés, c'est ceux qui vont hors Québec. Bon, et même cela, c'est simplement pour un temps, le temps que les démarches soit disponible au niveau du service d'immigration pour pouvoir donc entamer la procédure pour les aider. Donc, on a également vu donc les objectifs de la loi. C'est une loi donc qui a été donc mise en vigueur dans le but de protéger les étudiants internationaux lorsqu'ils vont arriver au Canada, afin que ces derniers, n'est-ce pas, voilà, puissent avoir des conditions d'immigration et plus fluides qui soient et aussi donc pouvoir donc pallier aux soucis de logement. Voilà, pour que chacun qui décide d'aller au Canada puisse savoir voilà, puisse avoir en tête qu'en tout cas lorsqu'il arrive au Canada, il ne sera pas confronté aux problèmes de logement, en tout cas si les moyens financiers sont réunis. Parce que voilà, si c'est pléthorique, à un niveau on atteint donc voilà, c'est impossible de gérer donc, ce qui a un rapport avec le logement et tout ça, donc ça devient difficile. Donc, ce qui fait que ça peut impacter ceux qui vont faire des demandes dans le futur. Et si on se trouve déjà dans une situation où il n'y a pas la possibilité de pouvoir loger tout le monde, ça fait que tous ceux qui sont au niveau de leur pays respectif et qui ont envie de faire la procédure, ils seront impactés parce qu'ils ne pourront pas faire les démarches et ils auront des refus à tout va parce qu'on n'a pas trouvé donc, des solutions en rapport avec les logements et tout ça. Donc, raison pour laquelle ils ont décidé de prendre en compte
cette loi-là. Aussi, on a vu que les démarches pour l'obtention de cette lettre-là n'est pas encore, les démarches ne sont pas encore disponibles. Mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'il y aura des documents à fournir obligatoirement. Et la plupart de ces documents-là, en tout cas lorsque vous faites une demande, les documents qui reviennent le plus souvent, c'est déjà une lettre d'admission. Il faudrait déjà prouver que vous êtes inscrit dans un programme au Canada. Aussi démontrer que vous avez les capacités financières nécessaires. Et une fois que vous avez tout ça, il y aura certainement des frais. Mais pour les frais, comme vous avez le CAQ, etc., il y a des frais. Ça, on connaît. Mais les frais pour cette demande-là, il y aura certainement des frais, mais pour le moment, personne n'en sait grand-chose parce que ce n'est pas encore disponible donc, pour le public. Une fois que ce sera disponible, on n'hésitera pas également à reprendre contact avec vous afin de vous édifier là-dessus. En outre aussi, nous avons vu que voilà, il y a des avantages, n'est-ce pas, dans l'adoption de cette loi-là, ce qui fait que étant donné que le service d'immigration aura déjà, le problème d'immigration aura déjà été réglé à grande échelle, il y aura donc des avantages qui vont s'ouvrir donc pour certains étudiants, donc les plus chanceux en tout cas. C'est ouvert pour tout le monde, mais voilà, comme on dit, chacun aura sa chance de pouvoir travailler après avoir obtenu ses diplômes au Canada, bénéficier donc de la résidence permanente, etc. Beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment très intéressant quand on voit ça. Donc, faudrait pas seulement voir le côté négatif, peut-être parce que ça nous impacte sur le coût. Mais voilà, il y a aussi du positif une fois que tout est OK, qu'on respecte les conditions pour aller donc, au Canada. Voilà, donc en gros, c'était ce que nous avons voulu partager avec vous. Il nous reste à peu près 10 minutes. Nous allons essayer de répondre aux dernières questions. Et voilà, après, nous allons également peut-être donner les mots de fin et vous donner rendez-vous pour un prochain webinaire. Voilà, donc il y a des questions. Je vais essayer d'ouvrir la barre de discussion. J'espère me retrouver. Excusez-moi. OK. Euh, OK, ça, en lettres modernes, je veux faire une formation d'infirmière. Oui, c'est possible. Bon, comme j'ai dit, c'est pas impossible, mais ce sont des formations quand même difficiles d'accès lorsque vous êtes étudiante internationale. Donc, vraiment, peut-être pour mieux en discuter, je vous conseille de nous contacter donc, sur WhatsApp directement et on pourra vous assister en vous donnant donc les conseils nécessaires à ce niveau. Bonjour, combien de temps peut prendre un traitement du dossier de l'ambassade de l'immigration canadienne? Donc, ça dépend vraiment du service d'immigration, mais si on doit parler en termes de minimum, donc je dis bien le minimum c'est un mois. Donc après, ça peut faire 2 mois, 3 mois, ça dépend vraiment. Mais le minimum en tout cas, c'est un mois. Donc, ça va simplement dépendre voilà, de votre rentrée académique. Si votre rentrée est pour septembre et que vous avez fait une demande en février, il faudrait vous attendre à avoir une réponse, en tout cas dans voilà, tous ces mois qui restent. Donc, pour avoir une réponse en mars, avril, mai, juin, juillet, août. Voilà, donc il y a du temps vraiment pour vous répondre. Donc, ce qui fait que c'est proportionnel en raison donc, de la demande académique que vous avez effectuée. Donc, quelle est la durée de traitement des dossiers par l'université? Donc, chaque université a son temps de traitement. On ne peut pas donner un temps bien précis, voilà, parce qu'il y a des réponses que vous pouvez obtenir en 2 semaines, il y a des réponses que vous pouvez obtenir en un mois, en 2 mois. Vraiment, ça dépend. Chaque université donc, a sa manière de gérer donc, le flux de demande d'admission. Donc, ce qui fait que vraiment, voilà, c'est relatif, mais généralement, la procédure, elle peut prendre 3 mois minimum. Vraiment, en tout cas, si vous êtes dans les bonnes périodes, les périodes où on vous donne des réponses pour les prochaines rentrées. Par exemple, actuellement,
nous sommes en train de viser les rentrées de septembre, ce qui fait qu'actuellement, les demandes sont déjà possibles pour septembre. Et donc, les candidats peuvent avoir des réponses rapidement et pour pouvoir donc entamer les demandes de visa, etc. Il y a des candidats qui ont déjà reçu des lettres d'acceptation pour septembre. Donc, ça veut dire que c'est en fonction des rentrées. Est-ce possible de continuer les études au Canada pour un étudiant en L1 anglais? Donc, ça dépend de ce que vous voulez étudier. Donc, L1 anglais, qu'est-ce que vous voulez suivre? Mais de toute façon, c'est possible, hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Nouveau bachelier, quels sont les documents à fournir pour ceux qui sont peut-être dans le même cas que lui? Donc, les nouveaux bacheliers, généralement, ce sont les bulletins de classe de seconde, première, terminale, baccalauréat et relevé de notes du baccalauréat. Si vous avez la licence, ce sont les bulletins des 3 années de licence, bac et relevé du bac, attestation de réussite de la licence. Donc, la date limite des inscriptions, c'est quand? Donc, à cette question, je réponds généralement, c'est le plus tôt sera le mieux, vraiment. Parce que à notre niveau, nous ne pouvons pas vous dire, par exemple, que pour telle université, la date limite, c'est tant ou tant. Parce que l'école peut décider, sans nous aviser, de boucler les inscriptions pour une période bien déterminée si elle a déjà atteint le nombre d'acceptation voilà, autorisé. Donc, ça veut dire qu'à tout moment, voilà, l'école se réserve le droit de clôturer les demandes d'admission. Donc, le plus tôt sera le mieux. Parlez-nous un peu des cégeps et les probabilités pour être admis dans ces derniers. Donc, les cégeps, à la différence avec les universités, ce sont des écoles où vous faites donc moins d'années que dans les universités parce que le parcours normal au niveau des universités, c'est licence, master, doctorat. Alors qu'au niveau des cégeps, vous intégrez donc une formation pour une durée de 2 ans. Et après ces 2 ans-là, donc, ce sont des formations accélérées. Après ces 2 ans-là, vous avez une maîtrise quand je dis une maîtrise, je ne fais pas allusion au master, mais à la maîtrise, à la pratique, etc. En tout cas, dans le domaine d'études que vous avez intégré dans les cégeps. En gros, c'est comme les écoles de formation. Donc, au lieu de faire 3 ans, 4 ans, vous faites 2 ans et vous avez un diplôme. Que pensez-vous des formations proposées par le Collège supérieur de Montréal? Ce sont des très bonnes formations. Donc, voilà. Donc, les programmes auxquels vous serez inscrits sont des programmes reconnus mondialement. Donc, il n'y a pas de souci. Euh, L'Université d'Ottawa est-elle très exigeante pour obtenir une admission? Bon, ça c'est une question vraiment qui dépend du profil de chaque étudiant. Si votre profil ne correspond pas à l'Université d'Ottawa, donc, évidemment, il y aura des exigences. Donc, une autre personne peut avoir le profil pour l'Université d'Ottawa, ne pas rencontrer des difficultés. Donc, ça dépend vraiment de chaque étudiant. Si je suis en licence 3 et mon attestation avec moi. Donc, si vous êtes en licence 3, je comprends ici que vous avez déjà terminé la licence 3. Donc, fournissez simplement les bulletins des premières années, deuxième année, troisième année de licence, attestation de réussite de la licence, le bac et le relevé de notes du baccalauréat. Est-ce que quand vous avez déjà un CAQ valable, nous avons-nous besoin d'une autorisation provinciale? Donc, peut-être vous venez d'arriver, je disais que l'attestation provinciale ne concerne pas donc, ceux qui vont au Québec. Donc, si vous avez le CAQ, vous pouvez poursuivre directement avec la demande de permis d'études. Donc, et comment vous aider les gens dans le processus? Donc, nous vous assistons, comme M. Sisley évoquait en début de présentation, depuis la demande, depuis l'évaluation de votre dossier, la recherche d'université, la recherche d'admission, voilà, la réception de la lettre d'acceptation, l'accompagnement pour la phase de demande de visa et toutes les préparations qui vont avec. Bon, quelle est la nouvelle loi? Bon, je pense que c'est une personne qui vient de nous rejoindre. Bon, on va pas revenir sur la présentation dans sa globalité, mais bon, c'est une nouvelle loi qui a été donc euh, votée au Canada, c'est-à-dire que les étudiants du premier cycle, en dehors de ceux qui sont au Québec, ont besoin d'une attestation provinciale. Donc, la province dans laquelle les étudiants comptent étudier doit leur délivrer une attestation, une acceptation, en tout cas, un document qui va montrer qu'ils sont acceptés dans la province avant de pouvoir faire la demande du permis d'études qui est l'équivalent
visa, en gros, parce que lorsque vous avez le permis d'études, c'est à ce niveau-là qu'on va vous mettre le cachet en question au niveau de votre passeport. Euh, je discute actuellement avec l'Université de Saint-Paul et d'Ottawa, mais je ne comprends pas trop la procédure. Bon, vraiment, c'est une discussion que vous avez eue en interne avec eux et bon, nous ignorons malheureusement les détails de la discussion, donc on ne peut vraiment pas savoir donc ce qui vous dérange à ce niveau dans la discussion, mais en tout cas, euh, pour Ottawa, donc on ne peut pas vous dire spécialement ce qui ne va pas avec eux, étant donné que vous avez entamé une discussion. Mais bon, si ce sont des procédures par rapport aux admissions, donc vous pouvez joindre VCA Group pour vous donner des informations un peu plus précises. Donc, contactez VCA Group directement, ils pourront vous assister. Voilà. Bon, la question par rapport aux exigences de l'Université d'Ottawa, c'est venu à peu près 6 fois. Donc, je pense que, OK. Dans le domaine financier, les agents de l'aéroport demandent aux étudiants des preuves de fonds. Je n'ai pas compris. Donc, si vous êtes arrivé à l'aéroport, c'est que vous êtes déjà au Canada, n'est-ce pas? Donc, normalement, à ce niveau-là, on ne doit pas vous demander des preuves de fonds. Donc, en tout cas, en ma connaissance, ils ne sont pas habilités à vous demander les preuves de fonds. Donc, les preuves de fonds se font en amont, c'est-à-dire lorsque vous faites la demande pour avoir le visa. Donc, une fois que vous êtes déjà à l'aéroport, c'est que vous avez fourni déjà les preuves de fonds. Donc, à moins que ce soit peut-être En fait, une particularité. ça n'entre pas dans la procédure pour les études, c'est plutôt pour, c'est une procédure à part. C'est peut-être les autorités douanières ou bien policières qui veulent s'assurer que la Mhm. personne qui entre ici, dans ce pays, a suffisamment de fonds. Donc, il faut un mouvement de vérification de vos fonds et voir aussi OK. si vous avez du liquide. Et quand même, si vous en avez trop aussi, bah, vous faites l'objet d'une petite enquête. Et voilà. Il ne faut pas en avoir trop, mais il ne faut pas ne pas en avoir un peu. Parce que sinon aussi, ils vont vous demander. Donc, Vous pouvez aller jusqu'à l'aéroport au Canada et être renvoyé dans votre pays. Donc, tout cela, c'est. Voilà. Donc, déjà, on va vous assister une fois que vous avez votre visa au départ et conseils sur tout ça. donc, ça concerne les études. Non, ça concerne tous les voyageurs, en fait, toutes les personnes qui prennent OK. dans vos pays étrangers. Donc, une fois à l'aéroport d'accueil, vous subissez, et c'est par hasard, c'est pas tout le monde, c'est par hasard. Donc, il faut vous appeler, vous demander, est-ce que vous avez de l'argent sur vous, qu'est-ce que vous venez faire au Canada et tout cela. OK. Merci beaucoup, monsieur Sis. Donc, pour ceux qui veulent faire des formations dans le domaine de la nutrition, bon, ça va dépendre de ce qu'on peut vous trouver comme programme. Mais bon, il va falloir qu'on fasse des recherches parce que voilà, il y a des formations qu'on n'a pas forcément, où il n'y a pas énormément donc, de demandes. Les formations ne sont pas très demandées par les étudiants, etc. Ou bien, voilà. Donc, ça fait que si on a vos informations personnelles, on pourra voir ce qu'on peut vous trouver. Donc, ceux qui sont en licence 1 et qui veulent continuer au Canada, ce sont les documents de seconde, première, terminale, baccalauréat et relevé de notes du bac. Peut-on avoir un permis d'études alors que l'admission a expiré, sachant qu'on a déjà un CAQ? Bon, c'est une très bonne question parce que si vous avez déjà, si la demande a expiré, c'est que vous avez dépassé déjà la date à laquelle vous devrez essentiellement vous rendre au Canada. Donc, ça veut dire que, voilà, faudrait demander à votre école de vous obtenir une lettre de report d'admission. Avec ça, vous allez pouvoir faire la demande de permis d'études. Oui, le master en mécanique, c'est possible aussi. Il n'y a pas de souci pour ça. Là, il y a beaucoup de questions. Donc, je vais répondre à 5 questions. Après, on va essayer de se séparer. Citez-nous quelques noms de collèges pour une formation professionnelle. Bon, l'Indias, il y en a tellement, vraiment. Il y en a tellement que ce serait impossible de citer ça. Mais voilà, si vous avez peut-être besoin qu'on vous propose des formats, parce qu'on peut vous citer des collèges alors que
les formations que vous voulez suivre ne sont pas proposées dans ces collèges-là. Donc, si vous nous contactez directement et vous nous dites ce que vous étudiez, nous, on peut vous présenter le nom de quelques établissements qui font dans le domaine d'études. Parce que si on vous donne par exemple 5 noms de collèges, alors que aucun de ces collèges ne propose la formation que vous voulez faire, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc, si vous pouvez nous contacter, comme ça, on va vous édifier un peu plus sur votre cas. En L2 également, ça veut dire que vous avez terminé la L1. Ce sont les documents de seconde jusqu'en L1. Seconde, première, terminale, bac, relevé de notes du bac, relevé de la licence 1. Oui, pour ceux qui ont le master, c'est la même chose, licence, baccalauréat, relevé de notes du bac et attestation de réussite de la licence. Est-ce que le gouvernement exige que la garantie soit le garant soit un membre de la famille? Bon, je ne dirais pas qu'ils exigent, mais en tout cas, ce qu'on vous conseille, c'est d'avoir quelqu'un qui a des liens de parenté avec vous. Parce que vraiment, c'est la personne à travers laquelle on peut savoir que voilà, vous êtes bien affilié et que voilà, cette personne-là, coûte que coûte, pourra vous assister pour vos démarches et vos études à l'extérieur. Parce que si c'est quelqu'un que, voilà, excusez-moi du terme que vous prenez ailleurs pour qu'il vous assiste, cette personne-là, demain après-demain, peut totalement se désengager de vous. Donc, ça veut dire que si vous avez des soucis, cette personne-là ne sera plus garante de vous. Donc, ce qui fait que ça réduit les chances pour obtenir le visa. Oui, les formations techniques à des universités. Alors, pour l'espagnol, bon, je pense pas qu'au Canada, vraiment, ce soit des formations que je vous conseillerais parce que déjà, euh, même l'anglais, on ne conseille pas aux étudiants d'aller étudier l'anglais. Après, ça dépend aussi. Mais l'espagnol, quand même, bon, honnêtement, je ne pense pas que ce soit le programme idéal pour aller étudier au Canada. Parce que déjà, vous pouvez avoir des admissions dans des écoles, mais lors de la demande de visa, on va exploiter tout ça. On va se demander, mais telle personne veut aller faire espagnol, c'est pour faire quoi au Canada? C'est pour devenir quoi? Donc, c'est que ce candidat-là n'est vraiment pas très intéressant et donc ça peut aboutir à des refus. Formation en biologie, oui, c'est possible. Comment vous contacter? Donc, voilà, pour ceux qui ont de quoi noter, je vais remettre ça dans le chat. Euh, voilà, ça c'est mon numéro. Donc, vous pourrez nous contacter sur ce numéro-là. Et Monsieur Sis également va mettre son numéro pour que vous puissiez également le joindre. Mais de toute façon, pour rejoindre le numéro qui vous a envoyé le lien de la présentation. Oui, il est possible de payer les frais d'études directement au Canada. C'est une possibilité, effectivement. Pour une preuve, peut-on avoir un compte nouvellement créé? Donc, il faut que le compte, en tout cas, contienne les fonds nécessaires. Et si c'est un compte aussi voilà, où il y a où il y a des actions, c'est ça? Donc, des entrées, des sorties, etc. Des mouvements, en tout cas, dans le compte, c'est mieux. Donc, si vous envisagez déjà d'aller au Canada dans une période bien précise et que vous voulez ouvrir un compte, c'est le moment. Donc, comme ça vous permettra, lorsque vous allez faire regrouper les documents pour la demande de visa, donc le compte aura déjà une certaine durée. Oui, Monsieur Lee Diaz qui veut augmenter donc ses compétences dans le bâtiment. Donc, on aura besoin de vos informations personnelles telles que l'âge, etc., pour voir les types d'universités qui peuvent qui peuvent vous être proposées. Oui, celui qui a la licence en 2019, c'est possible de faire le master 1, master 1, oui, c'est possible. Voilà, je pense qu'on a répondu vraiment à toutes les questions. Et si par inadvertance, nous avons omis de répondre à quelques questions, donc nous nous excusons. Mais voilà, il y a encore 2 questions. Est-ce que c'est possible de poursuivre une formation en philosophie? Bon, vraiment, ce type de formation, vous allez réduire vos chances de pouvoir obtenir un visa parce que vraiment,
on veut du candidat qu'il opte pour une formation sans pour autant rabaisser la formation, bien sûr, parce que si vous faites de la philosophie, il y a des avantages, etc. Mais généralement, ils veulent des formations où voilà, vous avez de la pratique, etc. Une pratique bien voilà, matérielle et tout ça. Vous revenez dans votre pays et vous exercez. En sociologie aussi, c'est possible. C'est possible, effectivement. Voilà, donc est-ce que la banque Pamecas est reconnue pour un garant? Bon, je ne sais pas, franchement, mais en tout cas, ce qu'on vous demande d'avoir, c'est un compte courant. Donc, s'il y a possibilité dans cette banque-là d'avoir un compte courant, donc c'est très bien. Et des formations en journalisme, oui, ça aussi, c'est possible. Richard, c'est possible de poursuivre en journalisme, c'est possible. En psychologie aussi, il y a des formations en psychologie dans ce domaine-là, c'est possible. Voilà, Monsieur Lindiaz, oui, j'ai pris acte de votre précision, mais vraiment le mieux, ce serait de nous recontacter. Parce qu'en fait, si vous êtes un professionnel, c'est que vous avez déjà, j'imagine que vous avez un certain âge, et il faut qu'on voit est-ce que votre âge correspond avec les étudiants que nous aidons. Donc, pour vous situer davantage. Donc, ce qui fait que vraiment, si vous pouvez nous contacter et nous soumettre le cas et pour qu'on puisse avoir vos informations personnelles voilà, au complet, ça va vraiment nous aider. Parce que comme ça, je peux vous dire que oui, on peut vous trouver ça, mais ça va dépendre. Est-ce que vous êtes éligible ou pas? Euh, Plusieurs critères. Oui, 28 ans, c'est possible, Monsieur Lindias. On pourra vous assister dans ce sens-là. Donc, vous allez simplement nous renvoyer les documents de la dernière licence ou du dernier diplôme, en tout cas, que vous avez eu, que ce soit une licence ou un master. Et nous, on pourra voir donc les types de formations qu'on pourra vous proposer. Bon, là, je pense que vraiment, je vais répondre aux deux dernières questions. Ensuite, Monsieur Sis, vous donnez la parole pour le mot de fin. Euh, Chirurgie dentaire aussi, ça dépend des écoles, mais voilà, c'est pas impossible. Voilà, donc pour ceux qui se posent la question de savoir, donc je suis dans tel pays et vous êtes dans tel pays, comment vous nous assistez? Donc déjà, si on avait donné la parole à chacun d'entre vous au travers donc du micro pour pouvoir se présenter, vous aurez constaté que vous êtes issus de plusieurs pays différents. Donc, en tout cas, tous les pays d'Afrique francophone réunis. Ce qui fait qu'on a la possibilité de travailler avec les étudiants qui sont au Sénégal, qui sont au Gabon, au Tchad, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo. Donc vraiment, il n'y a pas de souci à ce niveau. Et je pense que la plupart du temps, lorsque les choses sont faites de cette manière, on a souvent voilà, un tic, c'est de savoir est-ce qu'on a affaire à des gens sérieux ou pas. Donc, raison pour laquelle nous privilégions toujours le contact vidéo. Donc, si vous avez remarqué, donc cela vous permettra au moins de savoir avec qui vous communiquez. Voilà, donc nos informations ne sont pas dissimulées. Donc, vous avez la possibilité de tout savoir sur nous, que ce soit sur nos plateformes, etc. Et pour ceux qui sont au Sénégal, vous avez la possibilité également de voir l'existence de VCA Group au niveau donc des organisations donc voilà qui reconnaissent les activités commerciales telles que le registre du commerce et du crédit immobilier, etc. Donc c'est tout à fait une possibilité. Pour ceux qui sont à Dakar, le bureau il est ouvert donc du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 si vous souhaitez passer. Et l'autre bureau, c'est aux États-Unis. Pour ceux qui ont des parents aux États-Unis, au Minnesota aussi, il y a possibilité d'être en contact avec le bureau des États-Unis. Donc vraiment, il y a la possibilité pour vous-même de vous rendre compte. Voilà. Non, pour le moment, en tout cas, le bureau de représentation que nous avons en Afrique francophone, c'est au Sénégal. Voilà, dans un futur, mais pour le moment, en tout cas, le bureau que nous avons en Afrique francophone, c'est le bureau du Sénégal. Et si vous allez sur notre plateforme, vous pourrez voir donc des candidats de votre pays qui ont eu le visa donc à travers les témoignages sur YouTube. Donc, je pense que vous êtes du Togo, il y a des candidats de ce pays-là qui ont déjà eu le visa. Donc, si vous allez sur YouTube, vous tapez VCA Group pour voir les vidéos, les témoignages qui y sont. Voilà.
Donc, je pense que le bureau de Dakar se trouve à Yoff. Donc, Yoff, cité Djilimbaye, non loin du centre, bon, au centre aéré de la BCEAO, non loin du cimetière musulman de Yoff. Voilà, donc c'est ça la localisation de VCA Group. Voilà, pour ma part, c'était tout, vraiment. Et je pense, j'espère, voilà, excusez-moi, excusez-moi vraiment. J'ai un nouveau master. Quel niveau me proposez-vous, baccalauréat ou maîtrise? Un nouveau master, bon, vous pouvez faire un master, c'est mieux. On pourrait faire un nouveau master. Si vous avez un master 2, vous pourrez refaire un nouveau master 1, c'est mieux que de refaire totalement la licence. Donc, pour refaire un nouveau master, c'est mieux. Oui, pour ceux qui sont à Medina, Medina, c'est pas très loin de Yoff en tout cas. Donc, nous sommes disponibles. Si vous voulez passer, nous sommes. Non, à Medina, il n'y a pas de bureau. Déjà, en Afrique, par exemple, actuellement, si on devait privilégier, on aurait essayé de voir comment diversifier les bureaux au niveau de l'Afrique. Mais déjà, au Sénégal, avoir un bureau, en plus à Dakar, déjà un bureau, pour le moment, c'est pas mal déjà. Donc voilà, Medina, peut-être, nous allons y penser. Bon, les étudiants et cégep, la procédure, c'est la même. Simplement fournir la documentation nécessaire. Et voilà, nous, à notre niveau, on fait le boulot, on vous recherche l'école, on vous assiste, etc., etc. Donc, vraiment, il n'y a pas de souci. Donc, oui, la maîtrise, c'est un bon choix pour vous, monsieur Baïzal. Voilà, la maîtrise, c'est mieux pour vous que de revenir encore à licence, surtout si vous avez un âge déjà avancé. Donc, je vous conseillerais de reprendre pour un master. Voilà, donc c'était vraiment tout pour moi, j'espère maintenant. Et vraiment, c'était un plaisir pour moi de pouvoir vous apporter ces quelques éclaircissements. Voilà, j'étais très ravi d'avoir donc assisté à cette présentation et on espère vous avoir fourni le maximum d'informations nécessaires. Et là, je vais redonner la parole à Monsieur Sis, voilà, pour son mot de fin et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup, monsieur Diawara. Donc, j'espère que les réponses ont été satisfaisantes. Il a eu à faire le tour de presque toutes les questions. Donc, je crois que s'il y a des questions qui ont été peut-être ignorées ou bien qui sont passées inaperçues, vous pouvez toujours nous contacter. Les numéros sont envoyés. Bien, il y a un numéro qui vous a contacté pour vous envoyer le lien de la réunion. Donc, vous pouvez contacter ce numéro pour avoir plus d'informations par rapport à vos questions. Voilà, il y a quelqu'un qui a demandé de savoir si on a la possibilité de faire la demande de visa après avoir fait la demande de permis d'études. Juste comprendre que le permis d'études, c'est ça qui représente le visa pour les étudiants. Donc, après, si vous avez eu un permis d'études, si on vous donne le permis d'études, considérez que vous avez le visa. Donc, c'est l'appellation du visa étudiant. Okay. Le permis de travail, c'est l'appellation du visa travailleur. Voilà, donc c'est ce qui vous permet de partir au Canada pour étudier. C'est comme ça. Donc, vous avez le permis d'études, vous n'avez pas besoin de chercher autre chose pour bon, le visa, par exemple. Le visa, c'est le permis d'études. Voilà, donc c'était tout. Et je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Et donc, je vous remercie. Merci pour votre attention. Merci pour votre intérêt euh, pour VCL Group. Et j'espère que la discussion va porter des fruits et que bientôt vous allez me revenir pour que on puisse poursuivre avec vous. Et sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Bien des choses à vous, bien des choses à votre famille et le meilleur pour votre avenir. Merci. Donc, M. Gavara, si vous n'avez pas un mot pour la fin, donc je crois qu'on peut clôturer. Voilà, je pense que, en tout cas, c'était tout pour moi. J'ai déjà tout dit et je vous remercie également, Monsieur Sis, pour
cette belle présentation intéressante, en espérant que, voilà, merci aussi à vous. Donc, c'était un plaisir d'avoir discuté avec vous tous. Et voilà, donc c'est la dernière séance de présentation. Non, en fait, on fait des séances chaque jour, mais ça, c'est une séance, ça, ce sont des séances particulières. On appelle ça un webinaire. Donc, le webinaire, c'est généralement chaque deuxième jeudi du mois. Ouais, bon, je pense que c'est ça, hein? Le premier et le troisième jeudi du mois. Voilà, c'est comme ça. Mais de toute façon, s'il y a un prochain webinaire, nous allons vous envoyer des mails pour vous faire savoir cela. Voilà, pour moi, c'était tout et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et portez-vous bien. Et Monsieur Sis, à la fermeture de la réunion, il faudra laisser l'enregistrement du webinaire se poursuivre. D'accord. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup et bien des choses à tout le monde. Merci beaucoup. Vous pouvez fermer le webinaire, mais j'ai aucun. Donc, ça va enregistrer.